Il y a des objets qui arrivent dans un village comme des météores, sans prévenir, et qui changent en un seul après-midi la manière dont les gens se voient eux-mêmes. J'ai vu passer bien des inventions au fil des siècles, la plupart sans grand effet sur la vie d'ici, quelques curiosités qu'on montrait à la foire et qu'on oubliait aussitôt rentrées. Mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui eut un effet que je n'avais encore jamais observé, un effet presque religieux, si je puis me permettre ce mot pour décrire l'arrivée d'une simple boîte de bois montée sur 3 pieds. C'était en 1890, un printemps qui s'annonçait beau après un hiver plutôt rude, et le bruit courut, plusieurs semaines à l'avance, qu'un photographe viendrait du bourg voisin, appelé par le maire lui-même, pour fixer sur une plaque de verre le visage du village entier, rassemblé pour l'occasion sous mes branches. Je dis fixer car c'est bien ainsi que les gens d'ici comprenaient la chose à l'époque, une sorcellerie douce et savante, capable d'arrêter le temps l'espace d'un instant et de le garder, intact, pour des années que personne ne pouvait encore imaginer. Je vais vous raconter un jour heureux, aujourd'hui, un de ces jours où l'humanité tout entière, dans sa version modeste et rurale que j'ai eu la chance d'observer ici, se rassembla pour une raison qui n'était ni un mariage, ni une moisson, ni une fête religieuse, mais quelque chose de nouveau, d'inédit, qui mêlait la curiosité à une pointe de vanité qu'on ne s'avouait pas tout à fait, et une gravité presque comique devant l'inconnu de cette machine venue du monde des villes. Le photographe s'appelait Monsieur Delmas, un homme d'une quarantaine d'années, moustachu et méticuleux, qui arriva un matin de mai dans une carriole chargée de son matériel. La fameuse boîte noire, un trépied de bois, des plaques de verre soigneusement emballées dans du tissu, et un grand voile sombre qu'il devait, expliqua-t-on plus tard, se glisser sur la tête pour voir à travers son appareil. Il choisit mon emplacement sous mes branches, sans hésitation aucune, disant à qui voulait l'entendre que la lumière y était la meilleure du village à cette heure de la matinée, filtrer juste ce qu'il fallait par le feuillage, et que le tronc massif offrirait, disait-il, une belle composition derrière les visages. Dès que la date fut connue, un dimanche, pour que tous puissent être présents sans manquer le travail des champs, le village entra dans une agitation que je n'avais pas vue depuis les grandes noces d'autrefois, mais teintée d'une nervosité particulière. Car personne, ou presque, n'avait jamais été photographié, et l'idée même de laisser une trace de soi qui traverserait peut-être les générations suscitait une gravité inattendue chez des gens habitués à vivre sans grande trace écrite de leur passage. Les femmes sortirent leurs plus belles robes, celles réservées au mariage et au baptême, et je vis, dans les jours précédant la séance, un balai de tissu qu'on aérait aux fenêtres, qu'on repassait avec ces fers chauffés au feu qu'on maniait avec tant de précaution. Les hommes firent tailler leur barbe chez le barbier du bourg, ce qui provoqua d'ailleurs une petite file d'attente inhabituelle un samedi après-midi, chacun voulant paraître à son avantage devant cette machine dont on ne savait pas très bien ce qu'elle capturait exactement, le visage seulement, ou quelque chose de plus profond, une part de l'âme peut-être, comme le murmuraient certains des plus anciens avec une inquiétude mi-sérieuse. Cette inquiétude-là, d'ailleurs, mérite qu'on s'y arrête un instant, car elle n'était pas si rare à l'époque dans les campagnes reculées comme la nôtre. Une vieille femme du hameau, connue pour ses superstitions tenaces, refusa catégoriquement de figurer sur la photographie, convaincue que cette boîte noire volerait quelque chose d'elle qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Personne ne la brusqua sur ce point. On respectait dans ce pays les peurs des anciens même quand on ne les partageait pas soi-même, et elle resta ce dimanche-là chez elle, regardant de loin, depuis le pas de sa porte, cette assemblée qu'elle jugeait imprudente. Les enfants, eux, ne partageaient aucune de ces craintes et vivaient les préparatifs avec une excitation non dissimulée, se demandant les uns les autres, avec cette logique enfantine qui invente toujours des explications plus merveilleuses que la réalité, si la boîte allait faire un bruit, cracher de la fumée ou capturer leur reflet comme le fait un miroir, mais pour toujours. Le maître d'école, qui avait quelques notions de cette technique nouvelle grâce à un journal reçu de la ville, tenta d'expliquer le principe aux plus curieux d'entre eux. La lumière qui traverse une lentille, qui vient noircir une substance chimique étalée sur le verre, mais je crois que peu comprirent réellement le mécanisme, et que la plupart préférèrent garder leur propre version, plus poétique, de ce miracle annoncé. Le jour venu, le village se rassembla dès la fin de la messe, dans cette lumière de mai que M. Delmas avait jugée idéale, une lumière douce et un peu voilée qui ne créait pas d'ombre trop dure sur les visages. Je vis converger vers moi, depuis toutes les directions du hameau, des familles entières endimanchées, les enfants tenus par la main pour qu'ils ne courent pas salir leurs habits du dimanche dans la poussière du chemin, les vieillards s'appuyant sur des cannes qu'on avait cirées pour l'occasion, les jeunes filles se tenant un peu à l'écart en petits groupes, échangeant des sourires nerveux et des coups d'œil vers le photographe qui installait méthodiquement son matériel. M. Delmas passa un long moment à disposer son trépied, à mesurer d'un œil expert la distance et l'angle, reculant, avançant,
demandant qu'on déplace légèrement telle personne, qu'on avance telle autre, avec la patience d'un homme habitué à composer des scènes que la lumière ne pardonne pas si on les néglige. Il fallut ranger tout le village en plusieurs rangées, les plus petits devant, assis à même l'herbe ou sur des chaises apportées pour l'occasion, les adultes debout derrière et les hommes les plus grands tout au fond, formant cette pyramide humaine qu'on retrouve sur toutes les photographies de groupe de cette époque. Le maire, qui avait organisé cette journée avec une fierté à peine dissimulée, se plaça au centre, entouré de son conseil municipal, tandis que le curé prit place non loin, la soutane soigneusement brossée, adoptant cette pose légèrement raide que les hommes d'église affectionnaient devant ce genre d'appareil, comme s'ils voulaient rappeler, même face à une machine, une certaine dignité de leur fonction. Je remarquai aussi, au second rang, la famille du boulanger, descendant, je crois, de celui qui avait un jour défendu Firmin au marché bien des années plus tôt. Et plus loin, une vieille femme vêtue de noir que je reconnus comme la fille d'Antoinette, celle dont la mère venait autrefois me parler chaque soir de son mari disparu. L'attente fut longue, car il fallait que chacun trouve sa place définitive. Que les mouvements cessent tout à fait, M. Delmas répétant sans relâche qu'il fallait rester parfaitement immobile pendant la pause, faute de quoi l'image resterait floue, gâchée, à recommencer une autre fois, ce qui, avec les plaques coûteuses qu'il transportait, n'était guère envisageable. Cette immobilité forcée provoqua chez certains enfants une envie de rire irrépressible, cette même sorte de fou rire que la contrainte engendre toujours chez les plus jeunes, et je vis plusieurs mères poser une main ferme sur l'épaule de leur progéniture pour éviter que l'agitation ne gagne toute la rangée du premier plan. Puis vint l'instant lui-même, celui pour lequel tout ce village s'était rassemblé, endimanché, discipliné, dans une immobilité qui n'était pas dans ses habitudes. M. Delmas glissa sa tête sous le voile noir accroché à l'arrière de son appareil, resta ainsi un moment qui parut interminable à l'Assemblée, ajustant une dernière fois la mise au point, puis ressortit la tête. Brandit dans sa main droite ce qu'on m'a décrit plus tard comme une petite plaque destinée à produire un éclair de lumière soudain, et annonça d'une voix forte qu'il fallait à présent ne plus bouger du tout, pas même respirer si possible, pendant les quelques secondes que durerait la pause. Je voudrais vous décrire ce silence-là, car il fut d'une nature tout à fait particulière, différent de tous les silences que j'ai connus avant ou depuis. Ce n'était pas le silence du recueillement religieux, ni celui de la peur, ni celui du deuil que j'ai eu l'occasion de décrire d'autrefois. C'était un silence volontaire, fabriqué de toutes pièces par une centaine de personnes qui retenaient leur souffle en même temps, dans un effort collectif presque comique s'il n'avait été aussi sincère, chacun conscient que son image, telle qu'elle serait figée dans cet instant précis, resterait ainsi pour toujours, sans possibilité de retouche ni de repentir. Les enfants du premier rang, malgré les recommandations, ne purent s'empêcher d'esquisser de petits sourires nerveux, et je crois bien que l'un d'eux, un gamin dont je n'ai jamais su le nom, cligna des yeux au moment précis du déclic, ce qui, sur la photographie qui circula plus tard dans les familles, lui donna un air mi-endormi, mi-facétieux, qui amusa longtemps ses proches. Le curé, lui, garda une pose parfaitement digne, le regard fixé droit devant lui, tandis que le maire, la poitrine légèrement bombée, semblait déjà se projeter dans la postérité que cette image lui promettait. Et moi, derrière eux tous, immense et immobile comme je le suis depuis 4 siècles, je fus, ce jour-là, capturé moi aussi sur cette plaque de verre, mon tronc massif servant de toile de fond à ce moment suspendu. La première fois, je crois, que mon image fut fixée quelque part au-delà de la simple mémoire des hommes qui me regardaient. Il y eut un bruit sec, un éclair bref, accompagné d'une petite fumée qui fit sursauter 2 ou 3 enfants malgré les avertissements, et puis ce fut fini. L'instant s'était refermé sur lui-même, capturé pour toujours, tandis que le village entier, relâchant enfin son souffle collectif, éclata en un joyeux brouhaha de soulagement et d'excitation mêlée. M. Delmas repartit ce jour-là même, emportant ses précieuses plaques de verre vers son atelier du bourg, où il devait, expliqua-t-il, procéder à un traitement délicat que personne au village ne comprenait tout à fait, des bains chimiques, des séchages, une alchimie moderne qui semblait tenir, aux yeux des habitants, davantage de la magie que de la science. Il promit de revenir sous quelques semaines avec des tirages, et cette attente, aussi étrange que cela puisse paraître, occupa les conversations du village pendant tout ce mois de mai, avec une intensité que je n'avais pas observée depuis longtemps pour un événement aussi peu spectaculaire en apparence. Des rumeurs diverses circulèrent pendant cette attente, comme il en va toujours quand l'inconnu laisse le champ libre à l'imagination. Certains prétendaient que le photographe avait capturé, sans le vouloir, l'esprit d'un ancêtre qui rôdait, disait-on, sous mes branches depuis des générations, et que celui-ci apparaîtrait peut-être, spectral, quelque part sur l'image finale.
D'autres, plus terre-à-terre, se demandaient simplement si leurs traits seraient fidèlement rendus, si leur nouvelle coiffure du dimanche avait été suffisamment mise en valeur, si telle rivalité de clochers ne transparaîtrait pas dans la place que chacun avait occupée sur la photographie, car l'ordre des rangs, chacun le savait sans se l'avouer, disait quelque chose de la hiérarchie tacite du village, et plus d'un s'inquiéta, a posteriori, de n'avoir pas été placé assez près du centre. La vieille femme superstitieuse qui avait refusé de figurer sur l'image se sentit, dans les semaines qui suivirent, un peu à l'écart des conversations qui, dans chaque cuisine du hameau, tournaient presque exclusivement autour de la photographie à venir, et je crois qu'elle regretta, sans jamais l'avouer ouvertement, sa prudence excessive, voyant l'enthousiasme général auquel elle n'aurait, elle, jamais accès. Monsieur Delmas revint, comme promis, un dimanche de juin, portant sous le bras plusieurs tirages encadrés qu'il avait fait préparer avec le plus grand soin, et un exemplaire plus grand, destiné à être affiché dans la mairie même, à la vue de tous les habitants présents et futurs. La révélation de cette image provoqua, sous mes branches, où l'on se rassembla de nouveau pour l'occasion, un mélange d'émerveillement et de recueillement que je n'oublierai jamais, tant il ressemblait, par son intensité silencieuse, à celui que j'avais observé lors de certaines cérémonies religieuses des siècles précédents. Chacun se pressa pour se reconnaître sur cette image en noir et blanc, un peu floue par endroits, mais suffisamment nette pour que les visages fussent identifiables sans hésitation, et je vis des doigts se pointer avec excitation vers telle silhouette, des exclamations de surprise devant tel détail qu'on n'avait pas remarqué au moment de la pose. Des rires devant l'expression figée de tel voisin qui, sur l'instant, avait cru garder un air digne et qui découvrait, sur le papier, une mine plutôt comique. Le gamin qui avait cligné des yeux fut identifié aussitôt par sa mère, qui le gronda gentiment pour n'avoir pas su rester sérieux, tout en gardant, je le vis bien, une fierté non dissimulée à retrouver son fils ainsi fixé pour toujours dans cette image collective. Ce qui me frappa le plus ce jour-là, ce fut de voir des hommes ordinairement peu enclins à montrer leurs émotions, des fermiers rugueux, habitués aux travaux les plus durs, s'attarder longuement devant cette image avec une gravité presque religieuse, cherchant peut-être, dans ce visage figé qui était le leur quelques semaines plus tôt, quelque chose qu'ils n'auraient su nommer, une preuve tangible de leur passage sur cette terre. Une trace qui, pour la première fois de l'histoire de ce village, échapperait à l'oubli qui avait pourtant englouti tant de générations avant eux, sans laisser d'autres souvenirs que quelques noms gravés sur des pierres tombales déjà à demi effacées. Le grand tirage fut accroché dans la mairie, où il resta pendant des décennies, jauni peu à peu par le temps, mais toujours identifiable, et je sais, pour l'avoir entendu raconter bien des fois par la suite, que des générations d'enfants du village vinrent s'y arrêter, cherchant à reconnaître dans cette assemblée figée leurs arrière-grands-parents, leurs grands-oncles, des visages dont ils n'avaient jamais connu que le nom gravé sur une pierre tombale ou mentionné dans les conversations des anciens. Cette photographie devint, avec le temps, une sorte de pont entre les générations, un objet autour duquel se racontaient et se transmettaient des histoires qui, sans elles, se seraient peut-être perdues plus vite encore. Beaucoup de ceux qui figurent sur cette image connurent, dans les décennies qui suivirent, des destins que je pourrais vous raconter un à un si le temps le permettait. Certains partirent vers les villes, attirés par l'exode rural qui commençait déjà à vider peu à peu les campagnes, d'autres restèrent fidèles à leur terre jusqu'à leur dernier souffle. Quelques-uns des jeunes gens visibles au dernier rang partirent, une génération plus tard, vers les tranchées de la Grande Guerre, et je sais que pour plusieurs familles, cette photographie de 1890 resta longtemps la dernière image conservée d'un fils qui ne revint jamais. Mais ce jour de juin où l'image fut dévoilée, rien de tout cela n'était encore écrit, et le village vécut cet instant avec la seule légèreté du présent, cette joie simple de se voir enfin tel qu'on est, rassemblés, ensemble, sous les branches d'un arbre qui les regardait tous avec la même tendresse patiente qu'ils portent encore aujourd'hui à leurs descendants. Je garde, moi, le souvenir de cette lumière de mai filtrée par mes feuilles, de ce silence fabriqué par une centaine de respirations retenues en même temps, et de cette fierté tranquille qui traversa, ce dimanche-là, un village entier réuni pour la première fois de son histoire dans une seule et même image, arrachée pour toujours à l'oubli. Ce soir, tandis que la lumière décline doucement sur ce même pré où se tenait tout le village ce jour de 1890, je pense à ce petit miracle modeste que fut cette photographie, cette manière qu'ont trouvé les hommes de voler, un peu, à l'oubli qui pourtant finit toujours par tout engloutir, sauf peut-être la mémoire d'un vieux chêne qui, lui, n'a besoin d'aucune plaque de verre pour se souvenir. Si vous êtes encore là, sous mon ombre, à m'écouter, revenez demain. J'ai 400 ans de souvenirs et celui de demain vaut la peine d'être entendu. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.